Bitcoin consomme beaucoup d'énergie et la survie de l'humanité en dépend. Bitcoin serait une catastrophe écologique. C'est du coup le message diffusé par les médias, nos politiques, que ce soit Bruno Le Maire ou Christine Lagarde. La Chine a interdit le minage du Bitcoin. Quelle est la réalité de la situation chiffrée? Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je te rappelle le concept. Ici, nous sommes sur la chaîne des Robins des Bois de la finance. Le but du jeu, c'est d'aller chercher de l'argent à droite à gauche sur les marchés financiers et de le réinjecter dans des projets éthiques, sociaux et solidaires. On se sert du coup de l'effet de levier, que ce soit de la bourse, des crypto-monnaies et autres. On lève des fonds et on les réinjecte dans des projets qui ont du sens. Aujourd'hui, nous allons donc parler de Bitcoin et de sa dépense énergétique, d'essayer de comprendre si cet investissement, du coup, sans dire qu'il soit éthique ou pas, peu importe, et à la limite on s'en fout car on est juste là pour lever des fonds, chercher de l'argent, pour ensuite le réinjecter de façon intelligente. Nous allons regarder les chiffres de consommation énergétique de Bitcoin. Attention, c'est parti! Bon, après ce suspense ridicule, je te laisse me retrouver du coup en double caméra. Je vais mettre ma tête d'un côté ou de l'autre, on verra bien. Et avec le site de l'université de Cambridge. Je ne sais pas si je le prononce bien en anglais, je ne parle pas anglais, je suis désolé. Donc, voici la consommation en live d'après l'université de Cambridge du Bitcoin. 98 TWh serait la consommation du Bitcoin en ce moment. Ok, qu'est-ce que ça nous amène ce chiffre qui est peut-être incompréhensible pour la majorité des populations? Il va falloir qu'on compare ce chiffre à d'autres consommations pour voir si c'est beaucoup ou pas. 98 TWh, disons 100 pour arrondir de façon assez simplifiée. Est-ce que c'est une consommation énergétique importante par rapport à son utilisation? Si nous prenons en compte toutes les dépenses énergétiques mondiales, donc que nous soyons sur l'électricité, mais aussi sur l'utilisation du charbon, du pétrole, nous parlons vraiment de toute l'énergie consommée mondialement, Bitcoin ne représente que, à l'image, 0,08%. Donc c'est quelque chose qui est plutôt ridicule, même si ça paraît déjà assez conséquent pour son utilisation, sachant qu'il y a encore peu de monde dessus. Par contre, si on se concentre uniquement sur l'électricité, là effectivement, ça commence à devenir inquiétant. 0,44% de l'énergie utilisée par Bitcoin, c'est la consommation de l'électricité mondiale. Donc ce qu'il faut noter, c'est que est-ce qu'une entreprise, par exemple, à elle seule, arrive à consommer un demi% de l'énergie produite au monde? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu plus en détail à la suite de cette vidéo. Bitcoin étant l'or numérique, l'or 2.0, eh bien, nous allons commencer aussi par le comparer à son homologue, l'or 0.0 ou 0.1, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont envie de l'appeler. Gold mining, 131 TWh par an pour extraire de l'or. Peut-être, je ne sais pas si on peut appeler le raffiner, mais d'une certaine manière le transformer pour avoir notre petit lingot, ça ne se fait pas tout seul. L'or aujourd'hui consomme plus d'énergie que le Bitcoin. Voilà, donc c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on va continuer d'extraire de l'or? Ça a aussi un impact assez négatif sur l'environnement, ne serait-ce que simplement de l'extraire, une grosse utilisation d'eau souvent dans l'extraction de minerais pour essayer de nettoyer un petit peu, d'enlever les terres. Enfin, bref, je ne vais pas me détailler là-dessus parce que je ne suis pas un expert dans le domaine. Mais voilà, il y a une consommation qui est déjà très importante sur l'or. Est-ce que le Bitcoin est utilisé ou sera plus utilisé que l'or? Car à une échelle de consommation égale, pour l'instant, elle est inférieure. Continuons notre petit travail de recherche. Comparons le Bitcoin à des utilisations du coup. Donc là, on est très souvent sur une consommation américaine, par exemple au niveau de la télé. La télé, c'est 60 TWh. Juste les télévisions aux États-Unis. Juste des gens qui glandent dans leur canapé à ne rien faire. Et peut-être moi le premier quand je regarde des vidéos sur YouTube. Nous avons du coup aussi, eh bien forcément, je l'avais quelque part par ici ou par là, les data centers. Tout ce qui est du coup produit par Google, par Amazon avec les systèmes de cloud.
Data center 200 TWh. Donc tout ce qu'on a comme vidéos, comme informations qui sont stockées des entreprises et compagnies consomme 2 fois plus d'énergie que Bitcoin aujourd'hui. Donc Bitcoin, ok, là ça commence à consommer pas mal, sachant qu'on a un nombre de transactions et pas toutes les données du monde entier d'une certaine manière, concentrées dans une seule et unique entité, dans sa blockchain, pour un nombre d'individus plutôt restreint. On a peut-être 7 milliards de personnes qui sont utilisateurs des data centers. Par contre, Bitcoin, aujourd'hui, on serait plutôt autour des 200 millions d'utilisateurs sur toutes les crypto-monnaies. Tout le monde ne possède pas de Bitcoin. Comparons-le par exemple au frigo. Là, on est sur un quasiment 1 pour 1. Les frigos aux États-Unis consomment autant que Bitcoin. Alors, si tous les habitants de la Terre avaient un frigo, eh bien là, on aurait aussi des difficultés pour produire l'énergie voilà, on rappelle, 350 millions d'habitants aux États-Unis, 100 TWh. On est 7 milliards sur Terre. Ça fait 2 fois, 20 fois plus. Et du coup, on pourra avoir 20 fois cette consommation à l'échelle mondiale. C'est juste astronomique. Éteignons nos frigos, éteignons nos télés. Si on veut faire continuer le Bitcoin, c'est une question qu'on peut se poser. Bitcoin qui est là au milieu. Et voilà, il y a d'autres, du coup, possibilités de comparaison. Donc les data centers, les data networks, Iron and Steel, donc ça c'est l'or et l'argent. Paper and Pulp, je ne sais pas ce que c'est Pulp. Ciment, ça doit être du coup pour la construction des bâtiments. Le mec qui n'a pas du tout préparé son travail de recherche. C'est quoi Ciment? Ciment. Bon, bah voilà, on est d'accord, on est fixé. On a qu'à faire pareil pour Paper and Pulp. Moi je pense que c'est simplement du papier d'entreprise. Paper and Pulp. Papier et pâte. Voilà, je suis perdu. Le carton, c'est peut-être le carton. Papier et du carton, j'en sais rien moi. Bref, toutes ces données-là, elles sont assez extraordinaires déjà de pouvoir quantifier ces données. Les données de consommation de Bitcoin sont données par Cambridge. Est-ce qu'on a confiance en cette entité? C'est une estimation, c'est pas la consommation absolument réelle. Une estimation, on se rapproche de la vérité, mais on l'a encore pas vraiment. Est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins? Je n'en ai pas la vérité. Continuons notre recherche. L'électricité perdue par les États-Unis, donc c'est de l'énergie qui est produite mais non utilisée. Par exemple, dans les énergies renouvelables, qu'on soit sur de l'éolien, sur des panneaux solaires, si nous n'utilisons pas l'énergie à l'instant T, nous avons des problématiques de stockage. Et bien là, les États-Unis produisent 2 fois plus d'énergie que Bitcoin. Et c'est l'énergie qui est perdue. Donc si Bitcoin vient s'installer à l'extraction de ces énergies renouvelables, il pourra utiliser ce surplus d'une certaine manière, ne pas avoir d'impact sur notre planète. Alors pourquoi aussi? Parce qu'il y a peut-être du monde qui n'est pas forcément au courant de ce fait-là. Je prends 2 minutes pour l'expliquer. Admettons, nous avons une production avec une centrale nucléaire en France. Nous avons la centrale qui produit l'énergie, des individus de l'autre côté qui consomment. Donc la journée en entreprise, mon ordinateur il tourne, tac tac tac, je fais de l'administratif. Par exemple, le soir je rentre chez moi, je me fais à bouffer pour mes gamins, à ma famille, nous sommes 5 à table, nous faisons des machines à laver, je sais pas quoi, un sèche-linge, un lave-vaisselle et ainsi de suite. La journée quand je suis au taf sur l'ordi, je consomme peu. Quand je rentre chez moi à 18-19 heures, tout le monde exerce les mêmes activités en même temps. Il faut donc ouvrir les vannes, il faut le maximum du coup d'énergie pour satisfaire la demande, sinon on a ce qu'on appelle des blackouts, il n'y a plus d'électricité pour personne. Les centrales nucléaires aujourd'hui nous permettent d'avoir un réel contrôle sur ces consommations d'énergie, c'est pour ça qu'on les a développées et que ça nous paraît être une solution, on va dire, alternative avec d'autres possibilités de création énergétique. Un bon contrôle par rapport aux énergies renouvelables où cette énergie peut être perdue si on n'utilise pas tout de suite. Alors que le panneau solaire, lui, il produit il va prendre du soleil entre 8h le matin et 8h le soir, et le soir de 20h à minuit, il n'en produit plus, le soleil n'est plus là pendant la nuit non plus. Donc si je souhaite faire tourner par exemple une machine à laver pendant la nuit, je ne vais pas compter sur mon panneau solaire, car l'énergie a disparu. Trêve, voilà, je referme la parenthèse. Continuons avec Country Ranking, maximum d'English, voilà. On va pas détailler... Les pays du coup qui sont aussi autant consommateurs que Bitcoin, Kazakhstan, Philippines, les Pays-Bas et les Émirats Arabes Unis, là j'ai fait des bonnes traductions, consomment
de façon environnante la même énergie que Bitcoin. Donc on n'est pas sur des pays à 300 millions d'habitants comme les États-Unis, c'est des plus petits pays. Mais ça montre que Bitcoin, il a déjà une consommation qui est quand même assez gigantesque si on compare à ces pays-là. Et je crois que juste au-dessus des Émirats Arabes Unis, on a l'Argentine qui devait être à 127, on a un tableau à côté. Voilà, il y a 120 Pakistan, Norvège, l'Argentine 125, l'Ukraine, voilà. On peut retrouver du coup tout ça sur ce site. La Chine avec des pics et les États-Unis stratosphériques. Là, on a vraiment des consommations qui sont gigantesques. Ensuite, on a Global Gas Flaring Recovery Potential. Merci pour l'accent. Donc, les gaz, pas d'échappement, mais les gaz, le torchage de gaz par les entreprises. Très souvent, elles ont une certaine extraction et puis elles doivent en rejeter dans l'atmosphère et la rejeter de manière simplifiée comme ça, elles n'ont pas le droit, donc elles le brûlent et le crament directement. Ça pose des grandes questions environnementales aussi au niveau du coup des émissions de CO2. Si le Bitcoin s'installait sur du torchage de gaz, du coup on a 688 TWh qui produit 7 fois la consommation de Bitcoin. Bien, c'est de l'énergie qui est totalement perdue d'une certaine manière et en plus qui est du coup émettrice de CO2. Si le Bitcoin, les mineurs, les hangars venaient s'installer et utiliser cette énergie-là, Bitcoin tournerait simplement sans problématique. Peut-être que la problématique, ce serait d'attendre quand les entreprises, du coup, décident d'émettre ce gaz. Je ne sais pas hein, si elles l'émettent en continu, si elles ont des horaires dans la journée, peut-être plus la nuit pour éviter d'asperger un peu nos visages la journée, je ne sais pas. Les énergies renouvelables, du coup, au niveau de la Chine, 105 TWh, une fois le Bitcoin. Donc ça, c'est de l'énergie qu'on pourrait aussi retrouver en Chine. Voilà, il y a déjà plusieurs exemples qui font que potentiellement, Bitcoin utilise beaucoup d'énergie, mais pourrait aller la chercher ailleurs, sous certains formats de conditions, pour utiliser l'énergie qui est perdue. Et ça remettrait un petit peu en cause cette énergie beaucoup trop dépensée. La bonne question qu'il faut se poser avec tout ça, c'est est-ce que Bitcoin consomme trop d'énergie? Ok, c'est énorme. On le voit en chiffres, c'est gigantesque. C'est la consommation d'un pays. Alors peut-être des pays sous-développés qui n'ont pas 36 frigos par famille comme les Américains, mais une dépense d'énergie gigantesque. La question qu'on peut se poser, c'est du coup cette perte d'énergie qui est déjà majoritairement utilisée par Bitcoin. J'avais un autre chiffre qui était sur l'Institut Rousseau, donné par l'Institut Rousseau, et qui, eux, sourçaient même cette information-là. 39% de l'énergie utilisée par Bitcoin proviendrait des énergies renouvelables. Aujourd'hui, il est déjà massivement installé dans des pays pauvres, qui du coup ont développé des infrastructures par exemple hydrauliques, des barrages hydrauliques à la sortie de lacs et qui ont un surplus du coup d'utilisation, pas d'utilisation mais un surplus de production d'électricité et vient se brancher ici, c'est sur de l'électricité qui n'est pas utilisée par le pays. Donc là on peut se dire du coup c'est bon, Bitcoin est une énergie verte au moins à 40%, 39% et c'est déjà beaucoup plus positif. Si on rentre un petit peu plus en profondeur et dans ces détails-là, on va se dire du coup, on n'a qu'à installer des barrages hydrauliques partout, faire tourner des machines de Bitcoin sans problématique. On peut encore se poser la question un petit peu plus loin au niveau des inégalités entre différents individus. Par exemple, en France, je vis avec un SMIC, je suis beaucoup plus pauvre que quelqu'un qui serait, je ne sais pas, chef d'entreprise ou quoi. Quand on se retrouve à l'autre bout du monde, la personne n'a pas un SMIC et des accès à l'éducation, à l'hôpital, elle n'a rien du tout. Elle n'a même pas parfois accès à des systèmes bancaires et à de l'électricité. Donc si on a des hangars Bitcoin qui viennent s'installer pour sucer un petit peu l'énergie proposée du coup par le nouveau barrage hydraulique, on va peut-être un petit peu couper l'alimentation électrique et la construction, le raccordement aux villes, villages peut-être parfois peu construits. Ça, c'est quelque chose que du coup, par différentes lectures, j'ai essayé d'imaginer et de retranscrire. Je me pose cette question, est-ce que réellement l'utilisation actuelle, je parle d'aujourd'hui, est-ce qu'il est vraiment naturel, pur, entre guillemets, vers vraiment des énergies renouvelables, ou est-ce qu'on n'est pas plutôt sur un système de corruption avec du coup des chefs d'État, de gouvernement, qu'on soit en Afrique, en Amérique latine, des pays pauvres, et cela servirait peut-être les intérêts de seulement certaines personnes, les gouvernements et les mineurs en partie. Ces mots n'engagent que moi, je n'ai aucune idée de si c'est véridique ou pas.
Est-ce que voilà, qu'est-ce qu'on peut en penser? Et n'hésite pas, toi, du coup, à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Là, j'en perds mes mots et j'aimerais beaucoup échanger là-dessus avec du monde. En tout cas, avec l'université de Cambridge, on a des premiers chiffres qui ont l'air d'être, même s'ils ne sont pas absolument justes, on a une estimation beaucoup plus correcte que ce qu'on pourrait voir dans les médias qui, des fois, est surdimensionné. On a une estimation, on a une valeur avec un nombre d'utilisateurs aujourd'hui qui tourne autour de 200 millions dans les cryptos. Est-ce que si on passe à 7 milliards, on va continuer d'augmenter cette utilisation énergétique? C'est une question qu'on peut se poser aussi. A priori, du coup, le nombre de transactions du coup, devrait augmenter, donc la force de calcul des mineurs aussi, et du coup, on augmenterait en conséquence cette dépense énergétique. N'hésite pas du coup à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Si cette vidéo t'a plu, eh bien, mets-moi un joli pouce. Abonne-toi pour suivre la plupart des projets que je présente. Et on se rappelle qu'on est là pour aller chercher de la thune sur le Bitcoin, en partie de le sortir de ce monstre de consommation énergétique pour le réinvestir dans des projets éthiques, sociaux et solidaires. Et on va faire ça en s'amusant. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao!